va avoir une première discussion sur Notion. Notion, du coup, qui est un outil de prise de notes et qui a créé la surprise un petit peu. Alors, je sais plus si c'était. Je crois que c'était avant-hier, il me semble avoir vu popper ça. Avec de l'intelligence artificielle qui arrive. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent très souvent maintenant. On en voit un peu popper dans tous les sens. Mais voilà, une réelle plus-value. Pour le moment, c'est en version bêta. On regardera ça tout à l'heure. Ensuite, un autre article que je voulais partager avec vous. Alors, c'était celui-ci et celui-ci. Donc, le prochain article, du coup, c'est Amazon. Amazon qui lance donc Amazon Clinic, qui se lance sur la partie e-santé. Alors, en réalité, ils ne se lancent pas vraiment parce ils ont déjà fait plusieurs tentatives. Ils ont fait des rachats également, pas mal de projets, mais qui finalement n'ont pas abouti. Donc, on regardera ça tous ensemble. Et puis TikTok, aussi sur la partie e-commerce, TikTok qui essaye de s'implanter un peu sur la partie voilà, TikTok Shop, donc l'aspect e-commerce, et qui galère un petit peu, mais qui du coup est présent maintenant aux États-Unis. Donc on regardera ça ensemble. Et après, j'ai tout un tas de petites. Merci beaucoup Lélo qui fait partie de la communauté. Merci beaucoup qui nous rejoint ce matin. Et donc après, j'ai tout un tas de petites actus aussi que je vous partagerai qui sont plus à titre d'info pour que vous soyez au courant, mais pas des articles que je détaillerai. Et puis enfin, on conclura du coup avec la partie de Benoît. Voilà, sacré programme, j'espère que ça vous va les amis, je lis dans le chat. Fort avec déjà plus de 300 000 personnes sur la file d'attente. Alors je sais pas du coup... Ah oui, effectivement, tu La parles partie je Notion, pense de Notion, ouais. Notion, mm, ouais. Ah ben dis donc, 300 000. Moi je me suis inscrit, je crois que incroyable. j'étais dans les 65 000, un truc comme ça. Mm. Donc on va voir. Mais je vous partagerai un tweet. J'ai vu un tweet hier soir, là, quand je terminais de préparer la matinale. J'ai vu un tweet d'une personne en gros qui proposait justement, qui avait accès à la bêta et qui proposait de tester en fait. Et lui faisait le test et il vous répondait en gros. Donc on regardera ça. Benoît, ça te va comme programme? C'est parfait. C'est parfait. Bon, ben on Laisse démarre. impeccable. Alors, on commence du coup justement sans transition avec Notion et un article du coup de Presse Citron. Notion crée la surprise avec une intelligence artificielle bluffante. Donc, je commence à lire rapidement l'article et puis on réagit dessus. Un assistant, voilà comment Notion veut le définir, même si les perspectives vont au-delà. Jeudi 16 novembre, l'application de prise de notes américaine a passé un nouveau cap dans son développement avec l'arrivée de Notion AI, un outil qui s'améliorera avec le temps pour vous permettre de laisser le virtuel créer à votre place. Sur la plateforme appréciée par un grand nombre d'usages, le brainstorming comme la rédaction d'articles de blog entiers pourront maintenant être délégués à un programme basé sur l'intelligence artificielle. La version bêta actuelle est encore réservée aux équipes internes, mais une liste d'attente est désormais disponible. Déjà 50 000 personnes se sont inscrites, donc cet article il date de hier je crois ou avant-hier, donc depuis ça a bougé. Pour faire partie des premiers à tester Notion AI. Un petit nombre de journalistes a pu y avoir accès ces dernières heures. David Pierce du média The Verge aux États-Unis a fait un compte rendu des possibilités d'utilisation de l'outil après l'avoir essayé. Il tenait à signaler que le contenu généré, notamment pour l'article de blog, comportait plusieurs erreurs, mais que les idées générales étaient correctes. Alors, en ouvrant une nouvelle page, Notion AI se présente comme un ensemble de nouvelles actions proposées sous le titre principal. Donc en gros, quand vous ouvrez une nouvelle page, vous avez le titre et juste en dessous, vous pouvez commencer à exploiter en fait ce module. Donc parmi elles, générer une liste d'avantages et d'inconvénients sur un sujet, rédiger un mail, recrutement, vente, etc. Voire écrire un article de blog. Le journaliste de The Verge montrait que des tâches plus précises étaient possibles, comme donner le classement des meilleures écuries de Formule 1. Bon voilà, ça c'est c'est un cas un peu précis, mais c'est juste pour expliquer en fait que beaucoup de possibilités sont à considérer et qu'on peut aller très très précis en fait dans les demandes en fait de cette intelligence artificielle. Hello Afida, hello Bob également qui nous rejoignent ce matin. Hello Alexis, je crois que je t'ai pas salué tout à l'heure, excuse-moi. Donc voilà, pas mal de fonctionnalités en fait qui sont possibles basées sur de l'intelligence artificielle. Donc là c'est les premières, mais c'est une version bêta, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore beaucoup d'autres choses. Et ce qui est assez impressionnant, c'est voilà la possibilité de rédiger des articles, donc ce qui n'est pas, je pense, un article définitif, mais finalement le fait d'avoir une base, ça peut vraiment grandement améliorer les choses et faciliter les choses pour les gens qui font beaucoup de rédaction. On pense à des éditeurs, on pense à des blogs, etc. etc. Je termine rapidement du coup.
Comment fonctionne Notion AI? Comme sur d'autres outils, l'intelligence artificielle va puiser sur le web pour obtenir des informations précises sur les sujets avant de les mettre en forme. Mais la société de San Francisco souhaite rester discrète et ne donne aucune précision sur ses fournisseurs pour la partie technique. Il semblerait effectivement qu'il soit extérieur à Notion. La sortie publique de l'outil n'a d'ailleurs aucune date précise. Pourquoi passer par une liste d'attente? Ça, c'est un peu la question du coup qu'on peut se poser, étant donné que l'outil a l'air de plutôt bien fonctionner. Du coup, dans une FAQ, Notion expliquait son choix de ne pas publier directement Notion AI à tous les utilisateurs pour la bonne et simple raison que l'outil n'est pas encore entraîné, mais qu'il aura besoin de cobayes pour se peaufiner. Nous déployons Notion AI lentement pour garantir que la qualité du contenu généré par l'IA reste élevée et pour obtenir vos premiers commentaires afin d'informer les futures fonctionnalités. Nous ouvrirons cette fonctionnalité à un plus grand nombre de personnes au fur et à mesure que l'IA s'améliorera. Et merci beaucoup pour... j'ai vu passer une petite notif, mais je ne sais pas ce que c'est, si c'est une personne qui s'est abonnée. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, donc l'outil qui effectivement a l'air plutôt fonctionnel, mais voilà, comme vous le savez probablement, une intelligence artificielle nécessite d'être entraînée en fait, et on peut pas, c'est pas en fait out of the box. Donc le fonctionnement même du produit inclut d'y aller de façon progressive. Je vois que Cindy 133 000, la file d'attente, pardon, j'étais dans l'erreur. Ouais, mais c'est énorme, Ouais, hein, tout c'est à fait. vraiment Je viens de énorme. faire le test de mon côté, enfin, je viens de me rajouter sur la waiting list, là. Ok. 133 600, très exactement. Et donc, ouais, ils disent que c'est une alpha pour l'instant. Ouais. Donc, je suis curieux de voir ça parce que, pour le coup, des outils qui génèrent des articles de blog et qui permettent de les optimiser, il y en a vraiment beaucoup. Mhm. Donc, je vois pas Et alors, je vois pas comment Notion va se différencier par rapport à tous ces outils-là j'ai et la justement un plus-value que tweet, ça apporte. j'ai un tweet qui va peut-être nous répondre un peu à ta question. Je vais partager ça rapidement. Sin qui dit... attends, je lirai ton commentaire après parce qu'il a l'air intéressant. Donc du coup, c'est un tweet de un Notioner. Et donc, en fait, c'est une personne qui dit qu'elle a le early access en fait à cette Ouais. bêta. Et donc, elle fait tout un tas de tests. Donc, par exemple, ben voilà, il y a une personne qui lui met In case you want the same AI experience for your WordPress website, I got you covered. Donc, du coup, en gros, il lui poste en fait. Ah non, c'est le retweet. En fait, il lui a posté un défi d'aller rédiger un article WordPress. Et donc, la personne, du coup, ben, a le retour. Après, il y a une personne qui lui propose aussi de rentrer une phrase. Donc, on peut voir cette phrase par exemple. Et boum, en fait, tout un article est généré un peu comme ça à la volée. Encore une fois, il faut tempérer, hein, c'est-à-dire que de ce que j'en ai lu, c'est pas parfait en termes de rédaction. Mais si ça peut permettre en fait voilà, de partir d'une De gagner simple du temps, phrase, ouais. voilà, ça va te faire gagner énormément de temps. On voit cette phrase, ça part du coup d'une phrase sur voilà, du scientifique, etc. Bref, et du coup, l'IA va faire intro, tout un plan, une conclusion. Enfin, c'est assez impressionnant, quoi. Je vous partage ce tweet si vous voulez aller voir quelques exemples. Voilà. Mais après, c'est vrai que je sais pas si tu as une idée, toi, des applications que ça peut avoir, mais on peut imaginer plein de choses, étant donné que c'est ouvert en fait sur le web et que c'est ouvert sur l'extérieur. Et donc, tu peux aller chercher, parser de la donnée en fait et te faciliter vraiment la vie. Je vois que Sin qui dit on dirait une IA via OpenAI. Bah, peut-être, c'est possible. Margot qui dit j'ai peur pour le SEO car Google n'aime pas les articles rédigés par l'IA. Alors, encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que je pense pas que l'idée soit d'avoir quelque chose de 100% opérationnel et fonctionnel. L'idée n'est pas là, c'est-à-dire je pense qu'il faut une base en fait, ça va te constituer une base, charge à toi après de retravailler derrière et évidemment d'y mettre le côté un petit peu plus humain on va dire de la chose et faire en sorte que ce soit facilement intelligible et que ce soit optimisé aussi pour la partie SEO puisque bah, c'est tout un pan, hein, c'est quand même toute une science d'optimiser des articles. Ouais, faut le voir comme un assistant, quoi. C'est-à-dire que ça va permettre d'accélérer un peu la rédaction, mais que ça remplacera pas
le Non. travail humain pour moi. Non, non, et globalement, je pense que c'est comme ça qu'il faut penser les IA, c'est-à-dire qu'elles sont très efficaces sur une certaine tâche, elles vont t'aider et t'assister, mais après de là à ce qu'elles réfléchissent et qu'elles aient cette capacité, bon, peut-être ça viendra dans le futur, mais là pour le moment, Sinkime, ça va être difficile pour Google de différencier le contenu IA assisté du contenu humain mélangé. Cela sera une nouvelle IA Battle. Effectivement, c'est tout l'enjeu, je pense, d'un outil comme celui-ci, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Benoît? Tu penses que peut-être on s'en servira, nous, pour rédiger des articles, des clics, ça pourrait être cool. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'ailleurs. Alors, peut-être pas maintenant parce que franchement, on n'a pas le temps, mais quand on sera un peu plus gros, peut-être faire quelques articles, tu vois, sur de l'actualité, quand on aura une équipe entière à des clics. Mmh, Ça mmh mh. pourrait être une bonne chose et donc Ah, ça. moi, j'aime bien la partie brainstorming qu'ils ont mis là. En gros, tu balances une idée, Ouais. tu lui balances une idée, puis il te prépare un peu tout, un tas de listes, d'idées liées à Mhm. ça, donc peut-être que ça peut être pas mal sur ça. Il y a une vidéo Après, d'ailleurs que j'arrive j'ai. pas encore à voir, vraiment toutes les applications que ça peut avoir, un outil comme ça. Il y a Voilà. une À vidéo tester. que j'ai pas nécessairement, que je vous ai pas montré, je vais la mettre en fond. Hop, là. Où en gros, bah, c'est pareil, c'est plus ou moins la même chose que le tweet que je vous ai partagé tout à l'heure. Et donc en fait, c'est une espèce de vidéo démo où il te montre un peu bah, à quoi tu peux t'en servir. Hop, je vais mettre le son vite fait. Mais c'est toujours la même chose. Donc c'est voilà, assistant de blog, hop, on rédige une première phrase, on fait generate post et boum, ça va te générer ton Génial, post. directement. Ok, Ouais. bon ça c'est voilà. Après ça c'est le brainstorm, c'est ce que tu disais du coup, la fonctionnalité brainstorm ID. Donc voilà, essaye de... donc là on lui demande de brainstormer 5 Mmh. façons de promouvoir Notion AI. Ok, il fait generate et paf, il met les idées, voilà, il liste les idées. Ah, ça, c'est pas Euh, mal. voilà, et ensuite toute une partie mail visiblement aussi, voilà, c'est-à-dire de la correction orthographique, de la traduction, etc. etc. Et j'ai vu qu'il y avait un module summarize aussi, donc j'imagine que si tu as un gros texte, il peut potentiellement le lire. Tu vois, on le voit là sur le... Je sais pas si tu vois mon écran, si tu vois Mmh. bien mon écran. On a donc effectivement, on peut corriger, on peut fixer la partie grammaire, etc. On peut résumer, une fonction de résumé de texte, c'est assez intéressant. Et puis une fonction de traduction, évidemment. Pour rappel, on a des outils comme DeepL, notamment, que vous connaissez peut-être, qui sont basés sur ce type de principe, si je ne me trompe pas. Sin qui met oui exactement, utilisant déjà la chose via OpenAI, je l'utilise comme un assistant. C'est très rare de laisser le texte de l'IA sans le Ouais. raffiner un petit peu. Ouais. Ouais, effectivement. Et je me souviens d'ailleurs qu'on avait fait j'étais venu sur ton live Sin il n'y a pas très longtemps. Où il m'a partagé en fait un outil qui te permettait, c'est vraiment bluffant, un outil qui te permet en fait de générer des visuels en fait. Et donc on se posait la question, tu vois, sur tout ce qui est libre de droit. C'est-à-dire que tu peux utiliser aujourd'hui des intelligences artificielles, par exemple, je sais pas, demain tu vas créer ton site internet, tu as besoin de visuels. Le premier réflexe c'est prendre des visuels libres de droit sur des sites, mais aujourd'hui tu as des intelligences artificielles qui peuvent te générer des visuels en fait que tu peux exploiter. Et donc toute la question était de se dire ok, mais alors est-ce qu'il y a un droit d'auteur à appliquer étant donné que derrière les algos c'est quand même des gens, même si c'est des projets open source, et c'est Mmh. des vraies questions qui sont posées aujourd'hui. Ben voilà, comment légiférer par rapport à tout ça, quoi. Donc voilà, bon en tout cas article intéressant de... Il y a une date d'ouverture du coup qui est annoncée? Non, c'est ce qu'ils disent dans l'article, c'est que visiblement, pour le moment, il n'y a pas de date. Moi, je pense, si j'ai bien compris, en ayant un peu fait le tour du sujet, je pense que grosso modo, tu vois, ils vont ouvrir petit à petit, avec toujours cette idée de se dire, il faut absolument y aller de façon progressive pour entraîner l'IA, pour corriger les erreurs au fur et à mesure, parce que je pense que les premiers bêta-testeurs, ça va pas être parfait, mais voilà, il y aura certainement des petits cas à corriger, quoi. Donc pas forcément de date, mais par contre une liste d'attente. Donc voilà, on wait and see. Et moi, étant donné que je suis 60 000 ou 65 000, je crois, potentiellement, je pourrais vous dire si je suis ouvert, si je rentre sur la bêta avant vous, on pourra tester ça en live. Et Tidou, salut à toi, et Tidou également de la communauté Anto par le web. Quand ça va être encore plus poussé, il y aura des liaisons Notion AI plus images générées pour différents articles de blog. Alors là,
j'ai pas bien compris. Ça va, le générateur de blog post de référencer si ça arrive. J'ai pas trop compris la fin de ta phrase, si tu peux la réécrire, mais ouais, la Ça va redire, permettre de mais générer des images directement liées aux articles ça, de voilà, blog. Je pense que ça c'est ce que tu veux effectivement, dire. c'est intéressant, ouais. C'est-à-dire que tu rentres un sujet et au-delà d'écrire, ça va faire des images en lien avec ce dont tu parles. Et Mm, effectivement, mm, mm. ça peut être quelque chose d'assez poussé. Et de toute façon, en termes d'IA, à mon avis, on est très loin de tout avoir exploré aujourd'hui, quoi. Voilà les amis pour cette première actualité. Du coup, on va enchaîner avec la suite. Deuxième article, du coup, il s'agit d'Amazon. Amazon Clinic, du coup, il y a un nouveau service d'e-santé d'Amazon. Donc, je vous lis ça rapidement. Amazon vient de lancer officiellement Amazon Clinic, son nouveau service d'e-santé disponible dans 32 États américains. Avec ce produit, le géant de l'e-commerce ne cache pas ses ambitions dans le secteur de la santé connectée. À la fin d'Amazon Care et le rachat de One Medical. Donc ça, c'est un peu les deux projets que je vous ai évoqués au début, qui ont vu le jour, mais qui finalement n'ont pas abouti. Et donc le rachat de One Medical pour 3,9 milliards de dollars. Il était prévisible que l'entreprise réfléchisse à un nouveau service dans le domaine de la télésanté. La semaine dernière, elle a publié par erreur une vidéo YouTube présentant Amazon Clinic avant de la supprimer. Par erreur, j'ai un peu du mal à y croire, mais bon, peu importe. Le dispositif est désormais disponible aux États-Unis. Il fonctionne comme une place de marché pour des tiers opérant des soins pour des problèmes de santé communs et mineurs, comme de l'acné, des pellicules, de l'herpès ou de l'eczéma. Lorsque l'utilisateur se connecte, il doit sélectionner la pathologie qui le touche, puis choisir un fournisseur privilégié dans une liste disponible de fournisseurs de télésanté agréés. Après avoir rempli un questionnaire d'admission, les clients peuvent se connecter au clinicien pour une consultation via un portail sécurisé. Un traitement personnalisé leur sera ensuite fourni via ce portail, ainsi que les ordonnances nécessaires pour prodiguer les soins. Et donc là, on a une espèce d'aperçu de ce que ça peut donner en termes d'UI. Du coup, un porte-parole qui a expliqué aussi que ce nouveau service comble une lacune du marché en fournissant aux utilisateurs des consultations médicales pour des affections mineures. Nous savons aussi que parfois vous avez simplement besoin d'une interaction rapide avec un clinicien pour un problème de santé courant qui peut être facilement traité virtuellement. La société assure en outre que dans de nombreux cas, le coût des soins est équivalent ou inférieur au prix moyen. En outre, les clients pourront acheter les médicaments dont ils ont besoin directement sur Amazon Pharmacy. Tiens donc, autre service lié à la santé qu'elle a lancé suite à son rachat de la société PillPack en 2018. On peut également imaginer que One Medical, qui prévoit un service dans des situations où l'intervention d'un médecin est nécessaire, viendra également rejoindre ces deux offres lorsque son acquisition par Amazon sera complétée. Donc voilà un petit peu l'idée, c'est-à-dire que grosso modo, Amazon essaye une fois de plus de se positionner sur le secteur de la santé, chose qu'ils avaient visiblement déjà fait, mais c'est un secteur qui est très porteur, qui génère beaucoup d'argent et donc très difficile d'y rentrer en fait, finalement. Et donc grosso modo, ça serait un service de téléconsultation. Ils vous mettent en relation avec des cliniciens, avec des personnes du domaine de la santé, pour voilà, ça va vraiment être pour on va dire des maladies, enfin des choses vraiment mineures. Ils vont pas partir sur des choses hyper pointues, avec derrière l'ordonnance, et puis pourquoi pas acheter également sur ma plateforme, comme ça je gagne un peu plus de pognon. Voilà en gros l'idée. Et tout sur Amazon. Ouais, c'est ça. Donc à voir, c'est un peu. Je trouve ça un petit peu. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, Benoît, mais le fait Ce truc-là, je pense que ça arrivera jamais en France. Ouais, Aux États-Unis, pourquoi pas, mais avec la sécurité sociale en France, bon courage à Amazon pour proposer ce type de service, à mon avis. ouais, Et, ouais, et je vois One Medical, en fait, c'était une plateforme qui proposait ouais, un abonnement à 199 dollars par an c'est ça, pour bénéficier de leur application qui permet du coup de téléconsulter c'est ça. euh, Et pour en le jour fait, même ou le lendemain dans tous leurs cabinets médicaux partenaires, quoi.
C'est ça. Et en fait, si j'ai bien compris, si tu veux, ils avaient déjà lancé en fait un premier truc, mais qui avait capoté. Je sais plus comment ça s'appelle. C'était Amazon Care, je crois que c'est ça. Ils en parlent dans l'article. Et qui était un genre de concurrent finalement, hein, si j'ai bien compris, à One Medical. Sauf que bah, visiblement, One Medical a remporté un peu plus le marché et ça a un peu plus fonctionné. Du coup, bah, ils les ont rachetés, hein, un peu à la Mmh. Adobe qui rachète Figma parce qu'ils n'arrivent pas à les concurrencer, quoi. Donc voilà un peu. Mais effectivement, comme tu dis, il y a ce côté sécurité sociale. Après, je pensais aussi au côté. Après, je vois Alexis qui met, ça existe pas mal déjà, Medadom et Quer, c'est des solutions françaises, ça? Je ne connais pas. Je te laisse chercher de ton côté. J'avoue, je connais pas Medadom et Quer. Si tu peux nous en dire plus. Mais ouais, moi, la question que je me posais surtout, c'était en termes de traitement en fait des données, puisque ben voilà, aujourd'hui, notamment en France, est-ce qu'on va pas être réfractaire à tout ça et à se dire, ok. Finalement, comment sont traitées nos données? On confie quand même des données de santé sur des plateformes américaines. En plus, Amazon, bon, on sait bien qu'en termes de tracking, etc., c'est pas. Voilà. Donc, moi, ce que je me pose, c'est ça. C'est surtout comment est-ce qu'ils vont traiter la data, qui est une data plutôt sensible, puisque là, ça va être des données relatives à la santé. Et est-ce que aussi il n'y aura pas cette position de monopole à terme qui ferait que ben, tous nos médicaments, enfin tous les sujets liés en fait à la santé soient centralisés à Amazon? Enfin, moi, ça me fait un peu peur de donner un monopole comme ça et qui définissent eux-mêmes les prix, tu vois. C'est un peu ma crainte, quoi. Donc voilà. JP qui met. Il y a des cabines en téléconsultation à Monoprix. D'accord, ok. Alors comment est-ce qu'ils garantissent exactement comment est-ce qu'ils garantissent en fait je dirais les gens qui te fournissent en fait les traitements et qui t'auscultent? Est-ce que c'est Monoprix qui se porte garant pour eux ou comment ça se passe? Alexis qui met oui c'est ça, c'est français, si je me trompe pas, pour Medadom. Déjà Quer, je sais pas. Ok, bon, en tout cas solution OK, quand je française. suis dessus, ça a l'air d'être français Ouais, ok. aussi, Tu donc veux que je te c'est partage ton écran vite ouais, fait? Attends, si tu veux. montre-nous ça vite fait. Ok. Donc Quer, solution française, a priori, enfin, tout est en français. Donc qui permet du coup de prendre rendez-vous en téléconsultation avec différents types de praticiens, médecins généralistes, psychiatres, pédiatres, et cetera. Ok. Donc ça a l'air d'être plus ou moins la même chose. Ok. Bon, à voir si À Amazon voir. arrive en France. Ok. Donc on a Signe qui met idem en Suisse, plusieurs assureurs proposent des téléservices. Oui, parce que Signe du coup est suisse. Donc voilà, c'est la team 90 et 70. Voilà. Ici on n'a pas la sécu mais un système d'assurance maladie. D'accord. Ok. Bah écoute, on verra comment ça progresse en France, mais ça m'a beaucoup étonné, mais visiblement, ouais, le secteur de la santé est un secteur qui n'est pas facile, en fait, facile d'accès, même pour des gros comme Amazon. Donc, ils s'y sont pété les dents. Mais bon, l'avenir nous dira quelle va être la suite. Ok, je vois qu'il est 8h30, donc on va un petit peu enchaîner sur le dernier article. Et puis après, comme ça, on pourra donner un peu la parole aussi à Benoît qui nous fera le tour de l'actu tech. Alors, ça va être plus orienté dev. On va parler de Jamstack ce matin. On va parler de confiture, de Jamstack. Et Bon, on va faire la blague l'autre jour. J'ai mis un quart d'heure à la comprendre. J'étais à quoi? Jamstack, confiture. Et bref. C'est le matin, il faut se réveiller. Du coup, dernier article. Et on va parler, du coup, on va aller du côté du social media avec TikTok. TikTok, tu es accoutumé un peu de TikTok, Benoît? Utilisateur ou pas du tout? je l'ai utilisé quelques fois, tu te perds à scroller, regarder des vidéos comme un con, donc au bout d'un moment, je l'ai arrêté. Je pense que c'est pas fait pour moi. Ok, bah moi c'est pareil. Je t'avoue Ouais, que je suis pas là-dessus. moi c'est le mode de consommation qui me dérange un peu, tu vois. Le fait de se dire que déjà t'es immergé Ouais. et full screen, tu vois, et tu passes bêtement. Non, Alors mais tu me c'est diras, super bien fait leur truc, c'est un coup à y rester, une demi ouais, heure, 1 heure, sans rien comprendre et perdre ton temps. ouais. Non, moi je suis pas du tout la cible, de ce genre de contenu. Ok, j'espère que, je sais pas, peut-être on fera des TikTok des clics un jour, hein, on aura peut-être pas le choix, il faudra que tu t'y intéresses, hein. Ouais, je te laisserai y aller, hein. Déjà Twitch, ça a été un cheval de bataille. Parce que toi, c'était pas un truc que tu utilisais beaucoup, Twitch, il me semble. Non, du tout, ouais.
C'est toi qui m'as appris tout ça, hein. Margot qui dit boomer. Alors du coup, Bon, bah, TikTok rapidement. Shop, là. Hein? Ça va être pareil que Instagram, du coup? Instagram, ils ont Instagram Shopping, c'est ça? Ouais, mais alors eux, visiblement, de ce que j'en ai compris de cet article, ils galèrent un petit peu. Nota qui nous rejoint, bienvenue à toi, bienvenue. Donc je lis rapidement l'article, comme ça on pourra en débattre juste après. Donc depuis quelques jours, TikTok teste sa fonction d'achat aux États-Unis. TikTok Shop Mmh. permet aux utilisateurs d'acheter des produits via un nouvel onglet boutique. Cette fonctionnalité a OK. connu un lancement mitigé au Royaume-Uni, mais un succès fulgurant en Indonésie. TikTok souhaite intégrer l'e-commerce depuis plus d'un an dans son application. En mai 2021, le réseau social de ByteDance avait ajouté au Royaume-Uni un onglet nommé TikTok Shop. Cette nouveauté avait reçu un accueil négatif de la part des anglo-saxons. Les influenceurs et les utilisateurs de la région se sont sentis comme des vendeurs et des clients pour la plateforme. L'application chinoise avait alors annulé son déploiement en Europe. Malgré cet échec en août 2021, TikTok a tenté d'introduire l'e-commerce sur le marché états-unien. Un premier test avait été réalisé avec une option en collaboration avec Shopify. Elle offrait la possibilité d'inclure un onglet shopping au profil des créateurs pour créer des boutiques virtuelles. Sans réel succès, il a fallu attendre juin 2022 et donc ByteDance qui retente sa chance avec TikTok Shop sur un autre continent. L'accueil de la part du public indonésien fut très bon, à tel point que la nouvelle option fut lancée dans la foulée en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie, à Singapour et aux Philippines. Donc l'Asie du Mmh. Sud-Est est devenue en quelques mois un nouveau point de commerce essentiel pour l'entreprise. C'est hyper intéressant, tu vois, parce qu'on se rend compte en fait que d'un continent à un autre, d'une culture à l'autre, la perception n'est pas du tout la même. Complètement différent. Et donc, tu es obligé de t'adapter en fait. Tu peux pas purement lancer une feature en fait et boum, ça fonctionne. Tu es obligé de t'adapter un petit peu. Et donc, ben voilà, en Europe, notre bon vieux continent, on a été hyper réfractaire là-dessus visiblement. Donc, alors que l'Asie a beaucoup mieux accueilli en fait cette fonctionnalité. Ce qui en soi, bon, je comprends la démarche, hein, mais bon, comme toi, j'ai l'impression que bah, c'est des fonctionnalités qui existent déjà sur d'autres. Ouais, D'autres mais social. c'est la suite logique pour TikTok. Ils ont quand même, conquis le marché. Il y a de plus en plus d'utilisateurs. Ils ont rajouté les TikTok Ads donc pour faire de la publicité. Ouais. Maintenant, faut qu'ils rentabilisent aussi, Ils, leur entreprise et ils ont c'est même, normal qu'ils vont faire de quoi? je crois qu'ils ont même, ils ont le pixel aussi. J'ai vu passer ça des fois sur analysant des sites, des TikTok pixel, je crois, comme le C'est Facebook pareil pixel, que etc. le Facebook Pixel, ouais. Ouais, ah ouais. Donc ils sont assez, bah, ils avancent là-dessus, c'est normal. Mmh. Donc j'avance rapidement sur l'article. En octobre 2022, Financial Times a indiqué qu'un nouveau module de social commerce aux États-Unis sur TikTok était prévu. Le live shopping, alors ça c'est un sujet dont on avait parlé dans une matinale précédente. Mmh. Le live Tout à fait. shopping qui devrait être lancé avant la fin de l'année permettra aux créateurs de vendre des produits directement depuis leurs vidéos. Cependant, c'est Mmh. finalement le module TikTok Shop qui a été déployé en premier. Donc pour rappel, le live shopping, on en avait parlé, on avait trouvé un exemple où en fait le principe c'est que toutes les voilà, influenceuses, influenceurs, etc., peuvent pendant leur live Instagram par exemple, alors dans notre cas c'était pas Instagram, c'était intégré directement à un site e-commerce, mais en gros ils peuvent être en direct, ils peuvent parler d'un produit et juste à côté en fait vous avez une petite liste pour acheter le produit en rapport. Donc c'est une tendance apparemment qui se développe énormément, le live shopping, donc voilà, c'est à ça que ça fait référence. Afin d'élargir rapidement les produits disponibles dans la boutique en ligne, le réseau social a invité les entreprises américaines à rejoindre son programme, une première étape avant de s'étendre aux vendeurs internationaux. TikTok souhaite conquérir le marché des achats directement dans l'application afin de diversifier ses revenus. En effet, selon Accenture, le social commerce pourrait générer plus de 1 billion de dollars de ventes d'ici 2025. Donc voilà, je pense que en termes de marché, il y a des choses à faire et TikTok veut sa part du gâteau, visiblement. Donc Mmh. Ouais, ça sera complètement intégré. Je sais pas si tu as vu sur Instagram, en tout cas, Instagram Shopping. ouais, Donc, tu peux avoir ta boutique, liée à ton compte. ouais, Donc tu as tous tes produits que tu vends, mais quand tu cliques sur acheter, ça te redirige vers, le site marchand, vers le site d'accord, e-commerce. Donc l'achat d'accord, se fait quand même sur le site marchand. ok. Alors je sais pas si sur, TikTok, Shop, le paiement se fera directement dedans et si on devra mettre nos produits et puis,
configurer le paiement directement dans TikTok ou pas? Je Tu sais l'as pas. pas ça, non? Là, Il me semble. il le détaille pas dans cet article-là. Voilà, effectivement, ils mettent plus en avant ce côté live shopping. Donc, comme dit Master Yoda dans le chat, d'ailleurs, première fois, bienvenue à toi, qui met ouais, c'est du télé-shopping, quoi. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est du télé-shopping nouvelle génération. Le live shopping, je pense que tu peux pas faire meilleure comparaison. Et donc, en gros, ce que Mmh. tu voyais à la télé, ben, là, tu le vois de façon virtuelle, mais c'est pareil. La meilleure émission du matin. C'est ça. C'est exactement Excellent. ça. C'est exactement ça. Donc ouais, pour répondre à ta question, Benoît, je sais pas. Il faudrait que je creuse un peu plus. Mais bon, moi, ce que je retiens surtout de l'article, c'était bon, ce côté live shopping et surtout le fait qu'ils avaient beaucoup, beaucoup de mal à s'implanter. Mmh mh. Et ils sont vus en Europe, en fait, cette fonctionnalité-là est un peu vue comme voilà, un Mmh genre mh. de cheval de Troie. Et en gros, les influenceurs ont l'impression d'être des vendeurs et puis les internautes des acheteurs. Donc après, OK. je pense que comme TikTok est vu comme un réseau jeune, comme quelque chose de très nouveau, ben voilà, c'était un peu un endroit où les gens avaient l'impression qu'ils pouvaient s'amuser sans trop avoir cette notion économique. Mais aujourd'hui, la réalité rattrape et t'es obligé de faire comment dire, d'établir un plan économique viable pour pouvoir faire tourner ta boîte, quoi. Enfin, Ouais, je parce pense. que comme c'est sur Instagram, Instagram ne gagne pas directement de l'argent pour moi. Étant donné D'accord. qu'il faut sortir de la plateforme pour acheter, Mhm. et forcément Et donc, l'achat se fait directement sur le site et Instagram ne gagne pas directement de l'argent. Après ça d'accord. contribue à développer leur application et à faire que les utilisateurs sont, dessus et puis, continuer à développer leur Instagram, pour pouvoir vendre, mais, Instagram ne gagne pas directement de l'argent avec les achats, quoi. Sauf à ce que, ou alors peut-être, tu sais, sur le même principe que, je sais pas, des liens d'affiliation ou autre, peut-être que en gros, bah, quand tu sors, tu as quand même, je sais pas moi, un petit tag dans l'URL qui fait qu'on sait que ça provient et donc Très tu touches certainement, une il y a un tag, commission. mais vu que l'achat s'est fait sur la boutique, je vois pas la boutique après aller faire, une rétribution à Amazon et Mhm. Amazon aller checker sur tous les sites, quoi. Parce que Ouais, le tag, il part, sur le site en question. Le site en question peut le récupérer, mais Amazon n'est pas capable, à mon avis, de traquer jusqu'au bout. ok, À voir, à intéressant. voir. Question, ouais, faudrait y répondre sur un prochain live. Voilà un petit peu pour les quelques articles que je voulais vous mettre en avant. Très rapidement aussi, je vais vous partager vite fait mon écran. J'avais voilà, deux petites choses qui sont pas forcément des articles, mais plus des petites indications. Tac, tac, tac. Alors je regardais. Ouais, voilà. Donc la première chose, c'était Netflix. Netflix qui va se lancer sur de la diffusion en direct. Alors nous qui sommes sur Twitch, du coup, bah, ça nous parle, quoi. Et donc je crois que c'est pour tout ce qui est spectacle, humoriste, etc. Où la première, ça fonctionnerait un peu comme une première. Et donc ça serait en direct sur Netflix. Et puis ensuite j'imagine, en replay exactement sur le même fonctionnement que Twitch. Donc à voir, mais je trouve ça méga intéressant de voir qu'ils se lancent là-dessus et à voir comment ça va prendre, quoi. Autre Peut-être en indique. France? Je sais pas si c'est en France. Bah attends, je vais partager l'article directement dans le chat. Tac. Mais grosso modo, je pense que ça va être petit à petit, ça va commencer probablement aux États-Unis et puis après ils vont déployer, je pense. J'ai pas eu trop le temps, j'ai juste vu se passer cet article et j'ai dit ça pourrait être sympa de le partager. Mais Mmh. n'hésitez pas à aller voir ça un petit peu plus en profondeur. Ensuite, une fonctionnalité que, alors moi je ne connaissais pas du tout. Bah, si on prend par exemple ce site-là et que j'ouvre ma console, j'ai découvert une petite feature hier, j'ai vu passer ce tweet, et il y a une espèce de, je sais pas, un mode à activer en fait pour à destination des designers et à destination des chefs de projet. Donc ça s'appelle document.design mode. Donc de base c'est sur off et il vous faut le passer sur on. Et en gros quand je vais le passer sur on, donc là vous voyez c'est un article, tout ce qui est de plus classique. Et du moment où je vais le passer sur on, je vais être comme dans un éditeur en fait et je vais pouvoir aller à la volée modifier les titres et tous les textes d'un article de n'importe quelle page en fait. Et ça, j'ai trouvé ça dingue parce que en tant Non. que chef de projet, par exemple, tu as ton dev qui te balance un site, tu as envie de tester que le texte est bien, fonctionne bien, responsive, etc. Et tu peux tout rédiger comme si tu étais dans un WordPress alors que c'est un article. Là, on est sur phone Android, hein, donc voilà. Et tu peux Mmh aller mh, mmh. tout éditer comme ça à la volée. Et j'ai trouvé ça très cool. Enfin,
C'est une espèce de mode éditeur, comme si on était dans un RTE, on va dire. Et c'est une vieille feature, hein. C'est un truc qui existe depuis je sais plus combien de temps. Il le précise, je crois, dans le tweet. C'est un tweet de Guillaume underscore RYGN. Et j'ai lu un petit peu, du coup, j'ai cherché. En fait, cette fonctionnalité existe depuis je sais pas combien de temps et tu peux tester ça sur n'importe quel site, hein. Tu peux aller ici, tu C'est vois, énorme. tu mets le mode designer mode, hop, et je vais prendre son tweet et je vais le modifier. Et l'avantage, c'est que tu peux tester, en fait, voilà, je peux même, tu vois, mettre mes emojis, enfin, normal, quoi, tu vois. Et du coup, c'est un truc qui te permet de tester un peu à la volée et voir que ton site est bien développé et bien intégré, quoi. Voilà, je trouvais ça plutôt cool. On a qui est apparu? On a Lelo ou Lilou, je sais pas comment ça se prononce, qui est arrivé dans le chat. Bienvenue à toi. Et Margot qui met what the fuck. C'est effectivement, moi j'ai adoré cette feature hier. Quand j'ai découvert ça, j'étais très content. Euh, Alexis qui dit: «J'ai vu un article pour TikTok Shop et tout est intégré, adresse, paiement, produit, pas de lien externe». Donc ça sera pas comme sur Instagram, ça sera vraiment du ah, paiement intégré. Donc grosse génération d'argent pour eux en prévision avec cette ouais. fonctionnalité-là. Si tant est qu'ils arrivent à si tant est qu'ils arrivent à l'intégrer, à faire en sorte que les gens acceptent Achète finalement dessus, ce ouais. modèle. Ouais, Ouais. ouais, prennent l'habitude d'acheter dessus, ouais, Mm. bien sûr. De toute façon, ça me fait tout à fait penser à un truc. J'ai terminé hier la série The Playlist sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous l'avez pas vu, allez Ah, c'est absolument la sur, voir. Spotify, c'est ça? C'est Sur sur l'histoire de Spotify, Spotify? Ouais, exactement. Et c'est donc sur la création de Spotify. Et donc en fait, ça suit chacun des protagonistes qui sont un peu à l'origine de la création. Et à chaque fois, ça reprend leur point de vue à eux. C'est vraiment ouais, démentiel, ça se regarde très très rapidement. Et justement, ils abordent la question de modèle économique. Et on voit au bout d'un certain temps, en fait, que c'est. Au début, ils avaient des idéaux, en fait, hein, quand ils ont débarqué. Et à l'arrivée, ben, c'est un peu le challenge en mode, ok, est-ce qu'on respecte nos idéaux ou est-ce qu'on est obligé de rentrer un peu dans le système pour que le produit explose? Et bon, mmh, mmh mh. sans vouloir spoiler, étant donné que Spotify est encore en vie, je vous laisse deviner quelle a été la réponse. Mais voilà, c'est vraiment très très cool. Allez voir cette série si vous l'avez pas vue. Moi j'adore. Et ça m'a tout à fait penser à The Social Network. Tu vois, c'est quand même un peu romancé, hein. C'est pas un documentaire. Il y a un côté un peu à l'américaine, mais ça se regarde très très bien. Je lis les commentaires en même temps. On a Auditoreille qui nous a rejoint. Bonjour à toi. Il était du incroyable la série The Playlist. Ouais, moi j'ai bien accroché. Margot, j'ai vu le premier épisode, je continue alors, ouais. D'accord, donc visiblement, t'as pas accroché si tu dis ça. Surtout, chaque épisode focus sur un personnage, c'est archi bien cet angle. Ouais, ouais, j'ai trouvé ça assez intelligent et assez original, effectivement. Ok, quelle heure est-il? Il est 43. Ouais, faut qu'on accélère un peu Ouais, là. je termine rapidement sur mes petites choses que je voulais vous partager. Il y a eu des nouvelles releases côté Figma, avec notamment un outil de scaling qui est amélioré. Donc je ne vais pas y revenir dessus, mais en gros, quand vous passez en mode scale, donc pour pouvoir jouer sur l'échelle d'une image, maintenant vous avez effectivement, vous pouvez voir sur la droite, un petit module qui vous permet d'être un petit peu plus précis. Donc je vous laisserai aller tester ça. Et donc ça fait partie de la dernière release. Et puis après, voilà, plusieurs petites nouveautés, mais c'était surtout la fonctionnalité de scale qui a retenu mon attention. Et dernière chose, du coup, il y a un événement justement Figma qui va avoir lieu en ligne. Je m'y suis inscrit, c'est un Zoom. Après, je crois que je sais pas en fait, j'ai réalisé si je pourrais y aller ou pas. Parce que le 23 novembre, j'ai peut-être un truc de prévu. Mais je vous partage ça en tout cas si jamais ça vous intéresse. C'est un truc qui est 100% en ligne visiblement. Et donc peut-être intéressant d'aller creuser de ce côté-là. On va terminer sur une dernière actu quand même qui a été traitée par notre ami Benoît ici présent et qui du coup va nous parler de Jamstack. Alors peut-être tu peux introduire rapidement le sujet Exactement. de la Jamstack pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Ouais, tout à fait. Mais est-ce que tu peux me donner la main que je partage mon Ouais, écran? Un vas-y, peu comme ça? je te donne la main. C'est parti. Bon, pour tous ceux qui viennent d'arriver, du coup, on va parler, web, hein, web développement un petit peu et Jamstack. Donc je vais partager. Donc en fait, la petite actu que je voulais vous partager, c'est que la semaine dernière avait lieu la Jamstack Conf. Donc c'est la grosse conférence, sur la Jamstack qui avait lieu à San Francisco et en ligne, hein, donc le 7 et 8 novembre, la semaine dernière. Et à cette occasion-là, ils ont partagé un sondage sur l'écosystème Jamstack. Donc juste pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, Jamstack, qu'est-ce que c'est?
Donc là, on est sur le site jamstack.org. La Jamstack, c'est une architecture de développement web qui est moderne, qui met l'accent, on va dire, sur la performance, la sécurité et l'évolutivité des sites internet, des sites et des applis web, hein. Donc voilà la description qu'on a ici. Donc, si je vous la traduis et que je vous la mets en français, voilà, la Jamstack, c'est une approche architecturale pardon, qui dissocie la couche d'expérience web, donc toute la partie front-end, de la partie données, de la partie logique métier pour améliorer en fait toute la partie flexibilité, évolutivité, performance et maintenabilité des sites et des applications. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis à peu près 2015, qui a été poussé par l'entreprise Netlify. Donc, Netlify, c'est une solution d'hébergement et de déploiement web. Et Netlify a poussé cette Jamstack, hein, cette nouvelle manière de développer dans le web. Et c'est plus que juste une architecture. Aujourd'hui, c'est aussi une grosse communauté qui se développe. Et cette Jamstack Conf, c'était un peu le rassemblement de toute cette communauté-là. Ok. Alors on a Olivier qui met dans le chat bonjour du reste en fait. Alors c'est pas ça va bien plus loin que ça. L'idée du coup si je le comprends bien, alors tu me reprends Benoît évidemment hein, mais Vas-y, vas-y. dans l'idée donc la Jamstack c'est une façon de concevoir les sites, ok. De base quand vous faites un site web classique, vous allez arriver sur votre site internet, vous allez demander en fait au serveur de vous donner la page et la page va être générée comme ça et rendue à l'utilisateur. Dans le cadre de la Jamstack, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va pré-générer en fait notre site. Il y a une grosse partie du site qui sera pré-générée, donc il y aura déjà des pages HTML faites. Et donc, disons, allez, 80-90% de votre site sera déjà généré. Il n'y aura pas d'action de la part du serveur, en fait. Ok. Et les 10% restants qui sont manquants, on va les dynamiser côté client, donc côté en JavaScript, en fait, finalement, qui est une techno qu'on utilise. Donc, l'avantage de ça, c'est que ça va être très performant, ça va être beaucoup plus sécurisé, puisqu'il n'y a pas d'appel au serveur. Et donc, ça a beaucoup de vertus et il y a beaucoup de cas, notamment d'entreprises qui ont des soucis de web performance et de sécurité. Et donc, ça peut beaucoup les intéresser. Et donc, il y a, ce que disait Benoît, c'est qu'il y a une grosse écosystème autour de tout ça. Au milieu, il y a l'entreprise Netlify qui a beaucoup poussé en fait pour ça, mais il y a plein d'autres acteurs du marché aujourd'hui qui vont essayer de promouvoir cette fameuse Jamstack. Voilà. Et donc la Jamstack Conf, ce que vous présente Benoît. Et je te laisse du coup un peu expliquer. Exactement, bah, juste pour vous montrer un peu un exemple. Voilà, Mozilla Developer, là, le site du MDN qui a été refait en Jamstack récemment et qui a été élu site de l'année en Jamstack, on va dire. Donc, on peut voir en fait que par rapport à ce que vient d'expliquer Anto sur le web traditionnel qui veut que les pages soient générées dynamiquement, ici, tout est pré-généré à l'avance. Donc, c'est-à-dire que quand je passe d'une page à l'autre, c'est instantané. Vous voyez? Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais vraiment, les pages se chargent directement. Et ce qui fait que la Jamstack est vachement appréciée pour toute la partie performance. Donc, il y a un gros avantage pour l'UX, hein, pour l'expérience utilisateur, qui est largement améliorée, mais il y a aussi un gros avantage pour la partie référencement et SEO, parce que l'année dernière, hein, en 2021, Google a rajouté dans ses critères d'évaluation du référencement ce qu'on appelle les Core Web Vitals, donc en français les signaux web essentiels, qui viennent mesurer la performance et la rapidité des sites internet. Donc aujourd'hui, plus un site est rapide, plus un site se charge rapidement, plus il a des chances de bien se classer dans le moteur de recherche Google. Donc l'idée pour Google, hein, c'est tout simplement de proposer des sites qui proposent une bonne expérience utilisateur à ses utilisateurs, tout simplement. Donc ce que je voulais vous partager, ouais, On tu a veux juste une rebondir petite en tout? question, ouais, excuse-moi, on a une petite question du coup de Olivier qui dit est-ce qu'on peut donner un exemple d'architecture, de stack technique pour comprendre un peu mieux, la différence. Ouais, Si je te donne, moi j'ai un exemple, peut-être tu pourras donner le tien également, Benoît. Prenons le cas par exemple une entreprise, ok, un service marketing, donc ils ont leur site vitrine classique. Ils utilisent, imaginons actuellement WordPress, ok, par exemple, c'est un exemple. WordPress va être donc la partie dans laquelle les gens vont pouvoir contribuer leur contenu, ok, ils vont pouvoir créer des articles, etc., etc. Sauf que dans le cadre classique, normalement, WordPress va être en charge de cette partie CMS, de cette partie gestion de contenu, mais également de la partie affichage. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient sur ton site WordPress
va arriver, va demander au serveur, ok, j'ai besoin de la page d'accueil, et donc WordPress va te servir la page d'accueil et va faire en fait à la volée, quand il y a besoin, il va mouliner. En gros, le serveur, il va dire, ok, j'ai besoin de la page d'accueil, je génère le HTML, et boum, je lui envoie, ok. Dans le cadre d'un site, type Jamstack, si on reprend l'exemple de WordPress, parce que tu peux prendre n'importe quel CMS pour contribuer, tu ne vas exploiter que la partie gestion de contenu, d'accord. Donc on va contribuer le contenu, et on va exploiter l'API en fait de WordPress. Je vois que tu marques tes CTO, donc ok, tu vois de quoi je parle. On va exploiter en fait l'API de WordPress, mais WordPress ne sera pas responsable de l'affichage. Et à la place, on va utiliser ce qu'on appelle un générateur de site statique, d'accord. C'est un peu, ça peut être un framework ou autre. En gros, c'est un outil qui va te permettre d'aller de pomper toute la donnée de ton API WordPress ou de n'importe quelle source de données, et générer en fait tes pages, pré-générer tes pages en statique. Voilà, qui est finalement un principe qui n'est pas si récent, hein. Le fait d'utiliser du statique, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, mais par contre, tout cet écosystème avec un générateur de sites statique, avec également des CMS headless, puisqu'aujourd'hui on a des CMS qui se spécialisent sur la Jamstack, tout ça c'est un petit peu nouveau, et ça pop. Et puis également l'avènement de React et tous les je dirais tous les frameworks côté front qui permettent aussi de dynamiser, et si tu as besoin, mettons, d'un formulaire, de faire un appel à la volée, et voilà, tout ça a fait que la Jamstack s'est constituée et qu'on en est aujourd'hui à ça. Je te laisse continuer du coup, Benoît, puis je vais prendre quelques questions à la volée. Ouais, je vais partager un petit schéma juste pour expliquer. Donc, Olivier, je sais pas si c'est clair pour toi ou pas, mais en gros, l'idée, donc sur le web traditionnel qu'on a classiquement, on va dire qu'on fait, quand on charge une page, on vient appeler un serveur web qui vient lui-même chercher un serveur d'application, hein, qui peut être en PHP ou autre, et puis on vient rechercher les informations dans une base de données ou dans un CMS, et puis on reconstruit tout ça pour remonter le site au client. Donc tout ça, c'est générateur de temps, et ça prend ça prend du temps de calcul. L'idée avec la Jamstack, c'est de préconstruire l'ensemble des pages, donc tout ce processus de calcul finalement, on va venir le faire en amont, et puis on va venir poser toutes les pages sur ce qu'on appelle un CDN, hein, donc sur un CDN, pour que toutes les pages soient disponibles directement à notre client quand il va le demander, quoi. Et puis après, pour toute la partie qui va être dynamique, au final, on va utiliser des microservices. Donc Jamstack, c'est pour JavaScript, API et Markup. Et donc la partie API est utilisée et consommée via des microservices. Donc, Voilà, qu'est-ce j'espère que qui... ça aurait été un peu clair. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, évidemment. Là, c'est un peu la thématique du jour. On va parler de Jamstack, donc n'hésitez pas, évidemment. Sin qui met met. les CMS headless, c'est leur popularité qui est nouvelle. À mon travail, notre CMS est headless depuis 10 ans, je crois. Oui, oui. Effectivement, les CMS headless, ça existe. Et puis, il y en a beaucoup qui sont développés sur ce marché-là récemment. Donc, c'est tant mieux parce que chacun apporte sa petite touche, et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et l'idée, effectivement, c'est d'utiliser des CMS headless pour venir consommer les données, hein, et non pas être sur des architectures plus monolithiques comme on trouve sur WordPress, où c'est un tout en un. Donc, on a à la fois la partie gestion de contenu sur CMS et puis la partie front. Là, c'est vraiment du découplage qu'on vient faire. C'est vraiment ce qu'on dit, c'est-à-dire que en tout cas, nous, de notre interprétation, la Jamstack en soi est quelque chose qui est, voilà, qui a été marketé peut-être, et peut-être nouvelle en termes de communication. En réalité, il y a des concepts évidemment qui existent depuis des années et des années. Et le fait de faire du statique, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Comme le dit Sin, effectivement, les CMS headless, c'est quelque chose qui n'est pas si récent. En revanche, voilà, tout cet écosystème et puis tous ces différents outils qui pop, voilà, je pense notamment aux générateurs de sites statiques comme Gatsby ou comme du Next ou ce genre de choses, qui aujourd'hui a des composants préfaits qui permettent de faire des choses très performantes, notamment sur la gestion de l'image par exemple. Vous voulez afficher une image, vous avez des composants comme ça qui vont pouvoir permettre de charger par exemple dans un premier temps une version allégée de l'image, et puis après faire quelque chose d'un peu plus lourd et un peu plus de qualité. Donc en fait, c'est autant les concepts existent depuis pas mal de temps, autant maintenant on sent qu'il y a une forte affluence dans cet écosystème là. On pense
nous, en tout cas, que la Jamstack est une solution qui est cool si jamais tu as la possibilité, parce que ça ne s'adapte pas à toutes les situations, mais à pas mal de situations, bah, ça peut répondre à beaucoup de soucis de performance et de sécurité. Ce qui est surtout intéressant, c'est effectivement toute cette émulsion qui arrive aujourd'hui et qui nous permet en fait d'avoir des workflows beaucoup plus simplifiés et beaucoup plus perf que ce qu'on avait jusqu'alors. Voilà. Mmh, mmh mh. Du coup, Benoît, Yes, peut-être, ouais, on va enchaîner rapidement. On on continuera à va répondre à vos enchaîner, il est questions à déjà la neuf fin, heures. mais Ouais, salut voilà. Céline, merci beaucoup d'être passé et juste pour terminer, pour répondre à Olivier qui demandait la différence entre un front React et un back en Symfony. Donc la différence avec React, hein, sur la partie Jamstack, c'est vraiment cette notion de génération de sites statiques, donc génération statique, donc c'est-à-dire qu'on pré-génère à l'avance tout ce qui peut être généré. Là où sur React, beh, c'est du front-side rendering, donc toutes les pages sont générées côté navigateur et donc ça, c'est un inconvénient effectivement pour toute la partie SEO, vu que les pages sont générées, directement dans le navigateur, bah, les pages ne sont pas disponibles et indexables par Google. Voilà. Petite question de JRM TDC. Bonjour à toi, bonjour à tous. Aujourd'hui, existe-t-il des outils qui permettent de rendre un site statique rapidement ou il est plus judicieux de reprendre le développement dans ce sens? Ouais, beh, il existe pas mal d'outils et c'est justement ce qu'on va voir. Donc il y a pas mal, d'outils, qui permettent de générer, statiquement des sites, si c'est ça la question. Et on va les voir justement dans ce sondage. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, donc lors de cette Jamstack conférence dont je vous parlais, a été présenté, ce sondage auprès de la communauté Jamstack, donc un sondage qui a été fait auprès de 7 000 personnes. Hem Et l'idée, dans ce sondage, c'est de voir, bah, aujourd'hui, qui c'est qui construit cette Jamstack, hein, qui sont les membres actifs de cette communauté-là. Qu'est-ce qui est construit? Donc, que construisent les gens, avec la Jamstack? Comment on le construit? Donc on verra un petit peu les différentes technos qui sont utilisées dans cette Jamstack et puis un peu, après, qu'est-ce qui émerge de cette, Jamstack communauté. Ça vous va? Yes. Donc rapidement, du coup, Jamstack Conf, c'est ce qu'on disait, c'est l'événement, on va dire, qui a lieu chaque année sur le sujet de la Jamstack. Et donc, comme l'explique Benoît, on a en fait tout un tas de mises en avant. En fait, ils font des genres d'awards, etc., pour remettre des récompenses en fait à des acteurs qui ont permis pendant l'année en fait de faire parler de la Jamstack. Et du coup, ils font également certaines opérations comme mettre un sondage pour essayer de voir quelles sont les pratiques qui sont faites, quels sont les outils qui sont utilisés le plus dans le cadre de la Jamstack, etc., etc. Et donc, ça donne tout un tas de stats quoi, dont on peut parler du coup aujourd'hui. Exactement et puis je vais essayer de rendre ça un petit peu digeste parce que vous allez voir, Ouais, il y a beaucoup de graphiques. ouais, on va essayer Donc de donc mettre en on va le avant. faire en mode, interactif et n'hésitez pas à rebondir un petit peu sur tous les sondages qu'on va voir. Yes. Donc premier point, qui c'est qui est dans cette communauté Jamstack et qui a répondu à ce sondage? Donc on voit que, bah, c'est en grosse partie des développeurs, donc près de 75 qui sont des développeurs et ce qui est intéressant de voir, c'est, la différence entre développeurs full stack et développeurs front-end. Donc on voit que l'année dernière, donc ça c'est une comparaison entre 2021 et 2022, il y a beaucoup plus de gens de la communauté Jamstack qui se considèrent aujourd'hui développeurs full stack plus que développeurs front-end. Donc c'était un peu le titre, au tout début, Jamstack Guide Developer Full Stack Power. Alors j'adore la traduction en française, vous l'aimez? La Jamstack donne aux développeurs des pouvoirs complets. Incroyable. Et j'aimerais bien savoir dans le chat, là, tous ceux qui sont développeurs, est-ce que vous considérez, développeurs full stack ou développeurs front-end, notamment ceux que je connais qui font de la Jamstack? Comment vous vous considérez aujourd'hui? Je vais faire un petit sondage. Je te laisse continuer du coup. Yes. Donc il y a aussi des designers, hein, des managers, des business owners, des personnes qui vont gérer le contenu et des, DevOps qui ont répondu à ce sondage. Donc ensuite, on voit, que, bah, la plupart des gens qui ont répondu sont des personnes en full time, hein, donc ils sont en CDI plein temps dans une entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est que, 21 des personnes sont également des étudiants. Donc ça, c'est plutôt prometteur et plutôt cool pour la Jamstack. Donc ça devient un petit peu la norme pour les étudiants, le développement de Jamstack. Donc ça promet des belles années à venir, pour la Jamstack. Autre point, donc l'expérience des développeurs qui utilisent la Jamstack. Donc on a ce beau graphe et on voit qu'il y a une belle évolution sur les développeurs expérimentés. Donc les développeurs qui ont pas mal d'expérience, donc plus de 15 ans d'expérience,
ça a monté donc c'est pas que pour les étudiants et pour les jeunes, mais ça intéresse aussi les développeurs expérimentés, cette nouvelle architecture de développement web. Voilà. Bon après je passe, pour savoir un peu d'où viennent les gens qui ont répondu, donc Europe, Amérique du Nord. Et ensuite, ils ont fait une petite étude, bon, ça n'a pas forcément à voir avec la Jamstack sur la partie technique, mais c'est quand même intéressant sur The Great Resignation, donc la grande démission. Donc, vaste sujet, donc on voit que sur les 12 derniers mois, il y a quand même 33 des développeurs qui ont quitté leur travail pour changer de job. Donc c'est assez énorme comme chiffre. C'est assez énorme. Ils sont intéressés à essayer de comprendre pourquoi les gens quittent leur entreprise, pourquoi les gens changent d'entreprise ou pourquoi ils restent dans leur entreprise. Et là, on voit que le top 3 raisons pour que les personnes restent dans leur entreprise, c'est l'équipe, le travail en remote. Ils sont intéressés derrière au travail en remote et l'évolution de carrière. On a aussi la culture d'entreprise quand l'argent arrive qu'en cinquième position. Donc ça, c'est assez intéressant et à l'inverse, pourquoi les gens partent? Beaucoup de gens, quittent leur entreprise aujourd'hui pour trouver du remote, là où certaines entreprises ne le proposent Je pas, quoi. je te coupe rapidement, Benoît, excuse-moi. Ouais, J'ai balancé un sondage, n'hésitez pas à aller répondre du coup là sur Twitch. J'ai fait un sondage pour savoir quel profil vous avez parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop en fait si vous êtes plutôt dev, designer ou autre. Donc voilà, j'ai fait un petit sondage rapide. N'hésitez pas à répondre, il reste quelques secondes là pour pouvoir nous dire en fait quel est votre profil. Donc voilà, on attend vos réponses. Du coup, je te laisse continuer. yes, donc effectivement, le remote, il y a de plus en plus de gens qui bossent en remote et là où on pensait peut-être que ça allait revenir un peu à la normale, en fait, pas du tout, hein. Depuis 1 an, il y a pratiquement pas de changement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment bien, bien implanté et qui risque de rester, vraiment pendant de nombreuses années, heu et ça devient un critère de choix, pour les développeurs, pour leur, choix d'entreprise aujourd'hui, la possibilité de travailler en remote. Alors du coup, Qu'est-ce que tu en penses un peu, toi? pour information, sache que on a une majorité de autres. Donc on a des dev front, des dev full stack, 27%, 27%. On a un designer ou une designeuse, et puis, et puis après, 36% c'est autre, donc pas forcément que des techs aujourd'hui. Donc c'est intéressant parce qu'on n'avait pas fait de sondage jusqu'à présent, on voulait savoir un petit peu voilà, quel était le profil des personnes qui viennent sur des clics. Qu'est-ce que j'en pense? Moi j'ai retenu surtout la partie sur le remote, ce que tu disais, qui se développe de plus en plus. Alors nous c'est un sujet qui est prépondérant chez nous, puisque ben, moi-même, vous voyez, là, je suis chez moi, dans mon bureau. Et donc, passer en full télétravail depuis, ça fait, je pense que moi, ça fait à peu près 2 ans que je suis full télétravail, avant déjà d'être dans la team Déclic. Et donc ouais, du coup, moi, de mon expérience, en tout cas, c'est quelque chose voilà, dans lequel je m'y retrouve actuellement. Ça n'a pas que des avantages, c'est pas toujours très très simple, mais je pense que c'est simplement quelque chose, c'est une affaire de personne, tu vois. C'est-à-dire que bah, tu as des gens pour qui ça ira très bien et tu en as d'autres pour qui ne s'y feront pas pour le côté social, pour voilà, tout ce qui est interaction, le fait d'être à la fois chez toi quand tu travailles et quand tu vis, tu vois, le côté distinguer un peu ta vie pro, ta vie perso. Mais bon voilà, après j'avoue qu'une solution hybride serait peut-être envisagée, qui serait peut-être cool, mais l'avantage en fait, merci Binasti qui nous rejoint, mais l'avantage par contre d'être en télétravail, c'est que ça me permet d'accéder aussi à des entreprises en fait à distance et donc d'avoir des jobs assez intéressants, et en tant que dev, bah, c'est plutôt cool en tout cas. Donc je sais pas toi Benoît, du coup, quelle est ton approche par rapport au télétravail et qu'est-ce que tu en penses, mais voilà. En tout cas, Je cette pense qu'il tendance y a grandissante là-dessus sur les chiffres que tu montres, ça m'étonne pas, quoi. ouais, c'est un vrai sujet, hein. Je pense que ça dépend vraiment des personnes, hein. Il y en a qui acceptent le full time, il y en a d'autres qui préfèrent quand même, aller au bureau et voir des personnes, bon, l'entre-deux, me semble être quelque chose de bien pour, à la fois garder ce côté, humain, équipe et voir les personnes et pouvoir avoir la flexibilité de travailler de chez soi, de temps en temps aussi. Mhm. Voilà.
OK. Je continue, parce Ouais, que je vois que rapidement. le temps passe, il est déjà Ouais. 9h08, donc juste qu'est-ce qu'on construit avec la Jamstack? Bah, on construit tout type de sites, on construit pas que des sites, que des blogs et des sites personnels. On a voilà, des consumer software, donc des applis clients, des applis B2B, l'e-commerce qui monte énormément, énormément. Donc avec, la Jamstack, on peut faire des sites e-commerce avec la notion de headless e-commerce, dont on parlera plus en détail une autre fois. Donc, même idée, hein, que les headless CMS qui montent. Il y a aussi la possibilité de faire des sites e-commerce aujourd'hui avec du headless. Donc, c'est-à-dire qu'on va découpler la partie gestion des commandes, gestion des produits, gestion des livraisons, de toute la partie front pour avoir quelque chose vraiment optimisé en termes de performance côté front, côté e-commerce. Donc la Jamstack, c'est un vrai, vrai, vrai atout pour le e-commerce, là où, les taux de conversion sont traqués, où il y a la nécessité d'avoir des sites rapides pour ne pas perdre le client et pour lui permettre d'acheter en ligne, quoi. Ouais, je pense, souvent je cite cet exemple d'ailleurs, je vois passer vos commentaires, on y répondra juste après, il y a pas de souci. Souvent pour la partie e-commerce, je pense souvent à cet exemple de, tu sais, toutes les boutiques type, alors, je pense à Maison Cézanne, je pense à voilà, pas mal de comme ça de créatrices et créateurs qui se sont lancés, notamment via les réseaux sociaux, et qui souvent en fait font des opérations, ils appellent ça des drops. Donc c'est-à-dire que bah, tu vas avoir une collection qui va sortir de façon en série limitée, à une heure et voilà, une date et une heure bien précise. Généralement en 5 minutes tout est vidé, c'est quand même assez incroyable. Donc moi je suis pas forcément je suis pas forcément client chez Maison Cézanne, mais j'ai des proches qui voilà, qui adorent effectivement ce type de vêtements. Et très souvent, ben, la problématique, c'est que ils te donnent rendez-vous à une date, à une heure, et le site crash. Voilà. Tout simplement parce que ben, ils ont un afflux de personnes qui arrivent et donc ils ont des soucis de perf par rapport à ça. Donc je pense que ça, par exemple, c'est un vrai cas d'école, en tout cas sur la partie e-commerce, sur laquelle ben, potentiellement cette fameuse Jamstack pourrait être une solution, visiblement. Olivier qui met Exactement. avant d'être CTO, j'étais DevOps, du coup une vision assez globale des choses. Globale des choses en remote full-time. Ok, donc toi aussi t'es en remote full-time par rapport à ce qu'on disait juste précédemment. Et Tidou qui met perso, je vais faire du semi-remote, 3 mois à l'étranger télétravail pour 1 mois à l'agence. Bah écoute, ça, je trouve que c'est une super formule parce que ça te permet justement de bouger, de voir un petit peu, bah, de voyager en fait, hein. C'est-à-dire que si tu voyages, je sais pas où, aux Bahamas, la journée tu bosses et puis le soir tu as les pieds dans l'eau, donc c'est plutôt cool. Donc si tu arrives à trouver une agence qui est OP pour ça, bah, c'est tant mieux pour toi, c'est une très bonne solution. Olivier qui met pour moi le remote, c'est la vie, siège de ma boîte à Paris. Je me suis basé à Arcachon, les pieds dans l'eau. Ben voilà, encore un autre exemple des Bahamas, on arrive à Arcachon, donc Les pieds dans l'eau toute l'année, c'est ça. impeccable. Ça. Bon, elle est peut-être un peu plus fraîche qu'aux Bahamas. Ah, c'est. Voilà. Bon, après, ça a son charme. Moi, j'y étais il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, à Arcachon. C'est vraiment très très cool comme région. Carrément. Ok, rapidement, on termine peut-être sur un dernier chiffre, Benoît, parce que malheureusement, l'heure tourne et on reviendra peut-être là-dessus Ouais, ouais, ouais. sur Bah, un autre. je vais juste montrer un peu les Ouais, technos hype, vas-y. autour de ça. Donc on a parlé de CMS headless. Donc là, en fait, on a un petit graphe qui montre le taux d'utilisation des CMS versus la satisfaction score. Donc on voit que WordPress reste le CMS le plus utilisé avec 37-38%. Pour autant, c'est celui qui a un taux de satisfaction le plus bas aujourd'hui. Donc petit à petit, les gens commencent à en avoir marre de WordPress et s'intéressent à d'autres solutions. Vous voyez que WordPress, c'est aussi, on le retrouve aussi ici en mode headless. Donc, WordPress aujourd'hui permet l'utilisation headless avec l'utilisation d'API. Donc, il est un peu plus apprécié en mode headless. Et puis après, euh, les CMS headless qui cartonnent aujourd'hui, ben, on a Sanity qui est au top. On a Storyblock qui gagne petit à petit des parts de marché, qui tombe à 10% et qui est très apprécié. On a, Strapi également, hein, solution française très flexible de CMS headless, excellente solution. Et puis alors là, je ne sais pas pourquoi, on a Notion qui est ici, donc Notion qui peut être utilisé en gestion de contenu, qui a une API, qui est également beaucoup utilisée et qui est très appréciée. Mais globalement pour des sites,
C'est bien pour la gestion de contenu, Notion, pour l'utiliser vraiment en mode CMS headless et aller consommer le contenu pour l'afficher sur un site, partagé quand même. OK. Voilà et puis, donc, si tu veux qu'on termine sur quelque chose, il y a quelque chose qui est intéressant là ici, donc les langages qui sont le plus utilisés avec leur taux de satisfaction, on a, TypeScript très, très haut, donc les développeurs qui font du TypeScript adorent TypeScript, hein, taux de satisfaction score de 7,5 et puis JavaScript, qui est très utilisé forcément, qui a un satisfaction score de 3, et c'est cette phrase qui m'a intéressé là. Aujourd'hui, les développeurs se considèrent à 53 comme des développeurs, JavaScript en langage principal et 21 se considèrent comme des développeurs TypeScript. Donc les développeurs qui sont dans le chat là, est-ce que vous vous considérez développeur JavaScript ou développeur TypeScript? J'aimerais bien savoir. Ouais, puisque TypeScript, du coup, donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, est une espèce enfin, une espèce de JavaScript boosté en quelque sorte. En gros, c'est un. Alors, je sais même pas comment on pourrait définir ça, hein, parce que finalement, c'est assez proche du JavaScript. L'intérêt, en fait, c'est que le JavaScript de base est un langage qui n'est pas spécifiquement typé, et donc TypeScript vient un peu pallier à ce manque. Et donc apporte tout son lot d'outils, voilà, mais à terme on recompile ça pour que ça sorte du JavaScript évidemment. Et donc bah, il y a une grosse tendance à TypeScript qui vient pallier à certains problèmes du langage JavaScript. Voilà, on rentre pas trop dans le tech, mais voilà un peu pour vous expliquer. Ok, du coup Benoît, si c'est bon pour Je te toi, laisse finir avec un dernier petit graphe. Ouais, vas-y. le dernier sur les frameworks utilisés autour de la Jamstack. Donc on voit qu'en top, qui est largement utilisé, on a React. Donc React, qui devient une référence, hein, comme framework, de développement web. 70 c'est énorme. C'est un peu le jQuery des temps modernes, j'ai envie de dire et qui est réutilisé par plein d'autres frameworks. Donc on voit Next.js qui a 50 qui devient aussi une belle référence. Donc un c'est un framework basé sur React qui rajoute toute une partie, server-side rendering et génération de sites statiques. Donc, c'est, clairement, un des top frameworks, sur la communauté Jamstack aujourd'hui. Et puis après, on retrouve alors Vite, qui est, un gros taux de satisfaction. Donc c'est pas un framework de développement, mais heu, c'est une solution un peu de bundler, donc de compilation de code qui est comparable à Webpack et à Babel. Et qui est utilisé sur certains frameworks, Jamstack aujourd'hui, donc gros taux de satisfaction. Voilà. Ok, Je ok, ben termine juste par un dernier petit point, les Jamies, tu en as parlé, donc donc en gros, pendant la conférence, pendant la Jamstack Conf avaient lieu, les Jamies, donc qui récompensaient un peu toutes les personnes de l'écosystème Jamstack. Donc il y a eu, plusieurs personnes qui ont gagné, donc Svelte qui est le framework, le plus apprécié de la communauté. L'année dernière, on avait Astro. Le projet de l'année, je voulais montrer Mozilla MDN. L'agence de l'année, Jamstack, donc ça, c'est assez marrant. Donc on a AK, Bejamas et Icus, qui sont 3 entreprises de taille complètement différentes. AK, c'est une grosse entreprise de 6 000 personnes, qui accompagne des gros comptes, type, LVMH. Bejamas, c'est une agence, full, Jamstack, qui se revendique Jamstack et qui est, en Pologne, donc une cinquantaine de personnes et Icus qui est en Finlande, si je dis pas de bêtises, qui est une plus petite équipe entre, ouais 7-8 personnes, il me semble. Donc on avait 3 tailles d'entreprises complètement différentes et c'est, AK qui a gagné. L'année dernière, c'était Bejamas. Alors, moi je trouve que c'est un choix un peu, peut-être un petit peu politique, j'ai envie de dire parce que Bejamas et Icus sont pour le coup full Jamstack, là où AK est une agence plus généraliste avec 6 000 personnes, c'est normal en même temps. Mais ça doit rapporter quand même des gros clients à Netlify et peut-être qu'il y a un petit choix politique derrière tout ça. Voilà et sinon, donc si vous voulez suivre un streamer autour de la Jamstack, on a Alex Trost, que vous pouvez aller suivre, sur Twitch. Voilà, Alex regardez Ross ça. qui est orienté front, qui ne fait pas exclusivement de la Jamstack, mais voilà, qui est un collègue streamer. Alors c'est en anglais pour le coup, Front Endors, et Yes, très bon contenu, ouais. regardez Et ça. du coup, ah ouais, Et je vais après, finir par un site, par un personnel, ouais, voilà, le site personnel de l'année
Lynn Fisher, donc une, une développeuse, connue pour sa partie, créatif, qui a fait, donc du coup alors je vais vous montrer ça. On va faire comme ça. OK. Je vais vous montrer son site. Voilà, donc il est magnifique, hein, super site. Donc en regardant comme ça, pour un site, personnel, ça paraît pas non plus incroyable, hein. Là, c'est son travail qu'elle a fait. Là, c'est à propos d'elle. Voilà, les travaux autour du web qu'elle a fait et par contre la page d'accueil, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez: «Hey, try resizing your browser». Donc quand on diminue la taille de l'écran, on va rentrer immergé dans un monde et petit à petit, je sais pas si vous voyez bien Si, l'écran, si, vas-y, vas-y. tac, on rentre dans une nouvelle dimension. On peut Donc parler un peu de web créatif, tout le là en site, gros? ouais, effectivement, donc on pourra en parler, mais tout le site, du coup, est basé en fait sur du responsive. Enfin, toute l'expérience de la homepage est basée sur le fait de passer en responsive comme ça et de redimensionner, et c'est assez incroyable. Et je pense que j'essaierai de parler de ce site, du coup, dans mon émission Anto par le web, du coup. euh, Puisque voilà, je suis moi-même streamer à mes heures perso sur une autre chaîne qui est plutôt orientée web créatif, donc justement création de sites un peu comme celui-ci avec Et alors beaucoup ça, je sais d'animation. pas comment elle a fait, ça, j'aimerais bien savoir techniquement comment elle a fait ce site, Ouais, je creuserai la c'est question. vachement intéressant de savoir. Ouais, Moi, je carrément. pense que c'est des images, je sais pas si c'est plusieurs images qui sont superposées et qui viennent, s'ajouter dynamiquement en fonction de Et la je taille sais de que l'image, il me de semble que l'écran. parce que tu as possibilité, je crois, en fonction des media queries, en fonction de la taille de ton image, de définir, de changer, mettons, des images de background ou ce genre de choses. Peut-être qu'elle a Ouais, ça doit être appuyé quelque chose comme là-dessus, ça. mais c'est à creuser.